Françoise Sempermans et je préside France Générosité. Et je voulais vous présenter un petit peu qui est France Générosité d'une part, et deuxièmement, compléter la présentation de Viviane pour faire un focus particulier sur les associations et fondations. Et vous verrez, il y a quelques divergences de chiffres dans nos statistiques parce que tout simplement, Viviane parle des associations, du monde associatif, mais moi je représente des associations et des fondations. Donc vous verrez que les chiffres sont légèrement différents. Vous pouvez passer la prochaine. Donc, d'abord, France Générosité, c'est le syndicat, je dis bien le syndicat, nous sommes uniques dans ce genre, qui représente les plus grosses et les plus importantes associations et fondations qui dépendent ou dont les ressources sont en provenance de la générosité privée, du public. C'est vrai qu'entre public et privé, en France, on a toujours quelques difficultés à clarifier le concept. Nous avons actuellement 79 membres, bientôt 80, qui défendent des causes extrêmement diversifiées, qui vont de l'humanitaire jusqu'à, évidemment, le plaidoyer. Je donnerai quelques exemples, quelques noms. Dans le domaine humanitaire, vous avez Médecins sans frontières, vous avez le secours populaire, le secours catholique, le secours islamique, etc. Et puis dans le domaine du plaidoyer, de l'environnement, vous avez WWF, Greenpeace, Amnesty, voilà, donc toutes sortes de causes qui n'ont rien à voir, si vous voulez, qui se sont réunies pour défendre d'une part le secteur et leurs intérêts, et d'autre part pour là aussi se doter d'une éthique, d'une déontologie qui est tout à fait compatible évidemment, voire complémentaire au label du comité de la charte. Donc le comité de la charte et nous sommes extrêmement proches et cousins pour tout dire. Alors quels sont nos rôles et quelles sont nos missions ? Eh bien tout simplement nous avons 3 missions essentielles. Nous défendons les intérêts dans le domaine particulier juridique, dans les domaines juridiques et fiscaux, mais également dans le domaine, par exemple, médiatique, où nous exerçons une veille médiatique pour essayer d'anticiper un petit peu sur les articles ou les dossiers qui se préparent. Et puis, notre deuxième mission, c'était également de promouvoir la générosité du public, c'est-à-dire de lancer des campagnes de collecte ou tout au moins d'incitation à la collecte et essayer également d'apporter une certaine pédagogie aux Français pour essayer de les convaincre d'être plus généreux. Comme l'a dit Viviane tout à l'heure, les Français sont relativement peu généreux puisque nous sommes dans les derniers, je crois, du monde en termes de volume de dons. Et nous avons une très très grande marge de manœuvre et un gros travail à faire pour expliquer aux Français qu'ils peuvent être donnés plus facilement et participer plus facilement à ce secteur de l'activité économique, parce que c'est une activité économique comme on vient de le démontrer. Troisième mission, évidemment, accompagner, soutenir nos membres, et particulièrement les plus petits, les plus modestes, ceux qui ont des structures relativement modestes, afin de partager et de mutualiser un certain nombre de fonctions techniques et pratiques. Alors, je voulais revenir un petit peu sur les chiffres qui viennent d'être présentés. Moi, je vais vous présenter les chiffres qui correspondent plus directement à la typologie de nos membres, qui, je vous le rappelle, sont des associations, des fondations, des ONG. Donc, dans les statistiques de Viviane, il était question de 3,4 milliards d'euros de financement, de générosité privée. Pour ce qui nous concerne, il s'agit de 4,3 milliards parce que tout simplement, il y a 1 milliard à peu près, ce sont des chiffres relativement grossiers, mais 1 milliard qui sont donc générés par les fondations ou pour les fondations. Parmi ces 4,3 milliards se décompose de la manière suivante, et je vais revenir peut-être un petit peu sur le système français de défiscalisation, parce qu'il faut savoir qu'en France, nous bénéficions
d'un système de défiscalisation quand même très incitatif et très intéressant pour les donateurs, ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les autres pays, et particulièrement certains pays développés ou proches de nous. Dans le domaine, donc, grâce à la défiscalisation, nous avons donc, sur ces 4,3 milliards, 50% de dons, de donations qui bénéficient d'un système fiscal de défiscalisation de 66% sur l'impôt sur le revenu. Donc c'est non négligeable, puisque lorsque quelqu'un donne 100 €, en réalité, ça ne lui coûte que l'écart entre 66 et 100. Ça fait combien ? 34. Ensuite, nous avons une grosse partie de 25% environ de mécénat d'entreprises privées qui font des dons et qui, elles, bénéficient d'une défiscalisation de 60% sur leurs résultats annuels, évidemment plafonnés. Mais néanmoins, là aussi, il ne s'agit en réalité pour ces entreprises que d'un investissement de 40% du montant, ce qui est quand même aussi très incitatif. Et puis nous avons une troisième catégorie importante que sont les legs et les donations, les libéralités, pardon, qui représentent 23% de ces 4,3 milliards. Et là, c'est effectivement d'abord un système incitatif sur le plan des taxes, mais également nous avons un système de défiscalisation particulier, puisqu'en France, nous sommes les seuls à avoir cet impôt magique qui s'appelle l'ISF. Je ne sais pas si quelqu'un en a entendu parler, quand on n'est pas français, mais en France, c'est un sujet de nervosité collective. Et cet ISF, qui est un impôt extrêmement, évidemment, destiné aux riches, et qui est récurrent chaque année. Nous devons, donc les foyers fiscaux les plus aisés doivent déclarer le montant de leurs avoirs et payer un pourcentage de ces avoirs, et c'est un impôt récurrent. Donc, il y a une disposition qui est relativement récente et qui permet de défiscaliser sur cet impôt-là, particulièrement, 75% lorsque un don est fait soit à une fondation, soit une association reconnue d'utilité publique. Donc ces 75%, c'est quand même quelque chose de très très important, et ça a permis aussi de capter une partie de cet impôt, et pour le secteur associatif, c'est l'ordre de 100 à 120 millions par an. C'est pas énorme comparé aux 4,3 milliards, mais je crois que ça a bien amélioré quand même le financement d'un certain nombre d'organisations d'utilité publique. Voilà. Et puis, pour ce qui concerne les legs, je reviens. 23%, c'est aussi un dispositif intéressant, puisque les gens peuvent donner une partie de leur patrimoine et transmettre une partie de leur patrimoine au moment de leur décès, avec là aussi des conditions extrêmement favorables au niveau des taxes. Et un certain nombre de Français commencent à pratiquer et à préparer leur succession avec une partie, toute ou partie de leur succession d'ailleurs, qui sont destinées à des causes ou à des fondations ou associations spécifiques. Pour en venir à France Générosité, donc, comme je le disais, nous représentons 79 adhérents, disons les plus gros ou les plus importants, et surtout qui dépendent majoritairement du don et de la générosité privée. Et parmi ces 79, nous en avons 47 qui dépendent à 80% de la générosité du public. Donc, si vous remettez en perspective les 4% qu'on évoquait tout à l'heure des dons des associations, vous voyez que France Générosité représente une très grosse partie de ces 4% en réalité. Donc ces gens ou ces organisations ont ressenti le besoin de se réunir, de partager, d'échanger et surtout de se protéger, ou tout au moins de se doter de règles déontologiques qui leur permettent d'être crédibles vis-à-vis des donateurs.
D'ailleurs, pour revenir un petit peu sur l'historique de la création du syndicat, il a été créé dans les années 98, je crois, ou 96, 98, au même moment que le comité de la charte, pour justement essayer d'organiser la déontologie, la gouvernance et édicter des règles beaucoup plus strictes que par le passé. Il y avait eu quelques scandales d'ailleurs. Un petit mot sur l'évolution des dons déclarés en France. Là aussi, je ne suis pas tout à fait en phase avec les chiffres présentés par Viviane, mais toujours pour la raison qui consiste à intégrer dans mes statistiques les fondations. Donc, si vous souhaitez poser des questions sur ce mode de calcul, on y répondra très facilement. Simplement, aujourd'hui, nous constatons que d'année en année, il y a une évolution jusqu'en 2011 qui est relativement significative. Je parle là du don. Et puis, il y a un tassement qui commence à se produire à partir de 2012. 2012, je pense que 2013, nous allons bientôt éditer les résultats de nos membres. 2013, nous constatons également un tassement, mais néanmoins, nous avons eu la bonne surprise de constater qu'il n'y a pas de chute. Et ça a été la crainte que nous avons eue en 2011, 2012 et 2013, puisque à chaque fois, la crise était de plus en plus sévère, les impôts augmentaient énormément, le chômage augmentait. Donc nous avons craint que tout ceci ait des répercussions négatives sur nos résultats de collecte. En réalité, un certain nombre de Français ont continué néanmoins à donner. Et je peux d'ailleurs dire, parce que je crois avoir une petite statistique là-dessus, que finalement, c'est une charte que je vais vous présenter après, il y a quand même un pourcentage de Français de l'ordre de 62% qui ont continué à donner de manière à peu près équivalente que par le passé, malgré les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer sur le plan familial. Alors juste pour qui est le donateur, vous donner un petit exemple de ce qui se passe dans les foyers fiscaux en France. Sur l'ensemble des foyers fiscaux, 36 millions de foyers fiscaux en France, nous avons un foyer fiscal sur 7 qui donne. Ce sont des données de Bercy, des services des impôts, donc qui sont faits. Ces données proviennent essentiellement des reçus fiscaux et qui sont pris en compte dans les déclarations d'impôts. Donc en France, un foyer fiscal sur 7 est donateur, et ça corrobore ce que disait Viviane, et effectivement c'est relativement modeste, on a encore de la marge pour les convaincre. Le don moyen par foyer fiscal annuel, le don moyen annuel est de 320 € en 2007 et de 394 en 2011. Ça a pas mal évolué évidemment, mais si vous le comparez, j'imagine, aux pays anglo-saxons, et particulièrement aux États-Unis, c'est extrêmement faible, extrêmement faible. Ensuite, il y a aussi des données qui sont très importantes à prendre en compte. Vous avez 92% de la collecte qui provient des donateurs fidèles. Ce sont toujours les mêmes. Et on a finalement très peu de renouvellement des donateurs. Et vous verrez aussi que malheureusement, pour nous, ces donateurs fidèles sont les plus âgés, évidemment. 42% des dons effectués au cours du dernier trimestre, ça veut dire que pendant 9 mois, on se ronge les ongles, on ne sait pas comment l'année va se terminer. Et donc, ce sont les 3 derniers mois qui, en général, avant les fêtes, au moment où toutes les grosses factures ont été payées, où les gens ont un peu plus de visibilité sur leur fin d'année et leur budget, qui commencent à se relâcher un peu, se rassurer, j'imagine, ou peut-être aussi s'intéresser aux causes. C'est une période un petit peu où on commence à prendre pitié des pauvres, peut-être, ou des crises humanitaires qu'il peut y avoir dans le monde. Et puis, une statistique intéressante aussi, un chiffre intéressant, c'est près de 40% des dons sont faits par prélèvement automatique. Alors ça, ce sont des petits dons en général, ce sont des dons relativement modestes, mais réguliers, ce sont des prélèvements mensuels.
Et évidemment, c'est un moyen qui permet de fidéliser le donateur. Bon, c'est peut-être un petit peu orienté, mais il n'empêche que pour les associations, c'est quand même très agréable parce que ça leur permet d'avoir une base de dons et de collecte qui est quand même relativement régulière et stable au cours de l'année. Je l'évoquais tout à l'heure, l'effet de la crise sur le don, bien tout simplement, il a été relativement faible. Et ça, c'est une très bonne surprise. Espérons que ça va encore continuer en 2014. On ne sait pas comment ça va se passer parce que, comme vous le savez, la pression fiscale augmente d'année en année. Le chômage et les familles ont de plus en plus de difficultés. Et nous avons un certain nombre de facteurs qui pourraient nous laisser penser que la collecte risque de ne pas augmenter de manière significative dans les années qui viennent. En tout cas, nous avons 62% de donateurs qui ont maintenu leurs dons, voire augmenté pour certains, une toute petite frange, et puis quand même 36% des donateurs antérieurs qui ont renoncé à donner ou qui ont diminué significativement leurs dons. Mais 36% comparé, je vous dis, à la situation de crise que nous traversons, c'est relativement modeste. Je disais tout à l'heure, le donateur, il est malheureusement pour nous âgé. C'est 31% des dons qui sont faits par des gens de plus de 70 ans. Ensuite, 39% des 50 à 69. Et la tranche d'âge des moins de 30 ans jusqu'à 49 est relativement modeste puisque ça représente 30%. Alors on peut, pour des raisons évidemment économiques et sociologiques, comprendre que les plus jeunes soient moins généreux, ils ont souvent un pouvoir d'achat moins développé, et en plus ils ont des préoccupations familiales, des enfants à élever, bon ils sont dans une période de vie, de structuration de la vie, et c'est vrai que les gens âgés sont en général stabilisés et savent à peu près mieux gérer leur budget. Néanmoins, ça prouve aussi que nos causes intéressent moins les jeunes. Et ça, c'est un vrai problème en France, qui vraisemblablement est un problème culturel, générationnel, et on ne connaît plus la fidélisation que nous avons connue dans les générations antérieures, qui, de grand-père en père et en enfant, adoptait une cause, s'intéressait à une cause, on l'a vu pour des grandes organisations comme les apprentis d'Auteuil, etc., où les gens adhéraient à cette cause, s'intéressaient aux travaux, aux programmes effectués par cette organisation et restaient fidèles de génération en génération. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Les jeunes ne s'intéressent plus aux mêmes causes et surtout ne s'intéressent plus du tout aux mêmes modes de collecte. Puisque les modes de collecte jusqu'alors traditionnels, disons, c'était le marketing direct, l'envoi de courrier à domicile, le marketing téléphonique, etc. Aujourd'hui, les jeunes n'adhèrent plus à ce type et le taux de retour de ces mailings ou le taux de retour de ce marketing téléphonique sont de plus en plus faibles. Il y a une attrition très importante. Donc, d'année en année, on se rend compte qu'il faut absolument créer des nouveaux supports de collecte et être beaucoup plus innovants que nous l'étions dans le passé. Juste un petit mot sur les causes qui mobilisent le plus, un petit mot, c'est promis, les causes qui mobilisent le plus les Français, parce que c'est quand même intéressant. Donc voilà la liste, vous aurez la copie des chartes dans votre dossier, mais vous voyez que c'est assez réparti, mais qu'il y a des causes qui sont beaucoup moins porteuses que d'autres, et particulièrement justement pour les jeunes générations. Voilà. Enfin, nous avons donc l'obligation aujourd'hui de trouver des nouveaux donateurs, comme je viens de le dire, puisque nous avons des subventions publiques qui baissent, nous avons des demandes et des besoins de plus en plus importants, et de ce fait, nous devons compter de plus en plus sur la générosité privée. Voilà pourquoi nous sommes tenus d'être absolument innovants et que nous devons créer de nouveaux supports, créer de nouveaux messages
mobiliser les mentalités et surtout faire beaucoup de pédagogie. C'est ça notre avenir. Et nous sommes en ce moment, et je crois que toutes les organisations font ce travail de créativité et de repositionnement de leur campagne et de leur collecte pour s'adresser à un public beaucoup plus exigeant, culturellement très différent, et qui adhère beaucoup plus à des causes qu'ils ne fidélisent leurs dons. Voilà donc en conclusion ce que je voulais vous dire. Et nous sommes à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup.